Karine Boras. Dans une première vidéo, nous avons vu votre parcours, nous avons compris votre intérêt pour le développement durable et les PME. Et là, nous allons maintenant observer, chercher, regarder ce que peut faire une PME sur son territoire. Il faut dire que la plupart des territoires, tous les territoires sont en fait un tissu de PME, que ces PME sont beaucoup plus nombreuses évidemment que les grands groupes qui pourtant semblent toujours omniprésents, enfin c'est ce qu'on voit en premier, mais en fait derrière il y a des milliers de PME qui font le tissu profond du territoire. Et puis aussi, ces PME, elles ont cet énorme enjeu d'innovation d'un point de vue de développement durable, et puis elles n'ont pas de service R&D. Alors comment vont-elles faire? Donc vous allez nous parler de ces deux choses absolument passionnantes. La première, donc, comment, sur le territoire, sur son territoire, on innove. Ça nous intéresse énormément puisque nous sommes en lien avec de nombreuses PME sur notre territoire, les Hauts-de-France, et que, comme vous le savez, il s'agit plus que jamais, dans cette région, de réduire le chômage et donc de développer, d'innover, et avec un plan qui a été voulu au plus haut niveau et aussi partout de la région, un plan de développement durable qui s'appelait la 3e révolution industrielle, avec Jeremy Rifkin qui est venu spécialement pour nous aider dans cette volonté ambitieuse. Alors, en fait, moi, je vais vous parler d'une entreprise qui est une coopérative, oui, qui ne se situe pas sur votre territoire. Ah, c'est mieux peut-être, parce que comme ça, nous ne créerons pas de jaloux. Et qui est une entreprise qui est une coopérative de vignerons, oui. Et qui a une histoire assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait, au début du siècle dernier, c'était des familles qui étaient agriculteurs, mais qui avaient un petit peu de vignes. Ils avaient au total, il y a eu plusieurs dizaines de familles. Enfin, ils avaient au total une dizaine d'hectares de vignes, point barre. Et ils se sont dit, il faudrait qu'on valorise un petit peu peut-être nos excédents, et ils s'en sont mis en coopérative. Et ça s'appelle les vignerons de Buzet. Et ils ont, dans cette histoire, ils ont une histoire très familiale, très familiale, très territoire. Et en fait, en 1900, donc ils possédaient une dizaine d'hectares seulement, et dans les années 50, ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on accroisse nos vignes. Ils se sont mis à planter des vignes. Aujourd'hui, ils ont 1900 hectares. Oh là. Et en 1973, ils ont réussi l'exploit d'avoir la labellisation, l'appellation d'origine contrôlée, en partant de rien du tout, ce qui était un véritable exploit. Et, ils sont bio ou ils sont non bio alors on va y arriver progressivement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très autonomes. Puisqu'en fait, ils sont sur leur territoire, leur appellation contrôlée, et ils ne dépendent de personne. Ce sont les seuls, en coopérative vigneronne, à produire le vin, à le mettre en bouteille, à s'occuper du marketing et de la communication, de la commercialisation en ayant des relations directes avec la grande distribution. Ils ont la chaîne complète. Oui. C'est la seule coopérative. Voilà. Donc ils sont très autonomes et très indépendants parce qu'ils n'ont jamais voulu se rallier à une quelconque autorité qui leur dicte quelque chose. Mais en plus, cette autonomie et cette indépendance les obligent à être quelque part un écosystème totalement fermé. La seule réponse à ça, c'est d'être très innovant. Ils ont été les premiers à utiliser les cuivres en inox, à observer la température du vin, etc. Et cette autonomie sur leur territoire les rend totalement responsables. Et donc, depuis une douzaine d'années, ils se sont engagés en développement durable avec des nouvelles méthodes et ils font des choses extraordinaires, justement, dans tout le panel, pas seulement tout le panel du développement durable. Alors, c'est quoi le développement durable? Parce que je pose tout de même cette question. Le développement durable, c'est répondre à 4 questions. La première, c'est au niveau économique, comment est-ce qu'on fait pour être rentable? Ce sont des entreprises. Si on n'est pas rentable, on meurt. Si on meurt, on ne peut plus rien faire, donc ça sert à rien. Ça, c'est le premier pilier, comme on dit, l'économie. L'économie. Le second, c'est tout en étant économiquement rentable, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? D'accord. Tout en étant économiquement rentable, qu'est-ce qu'on fait pour l'homme en tant qu'être humain? C'est le social. Et tout en étant économiquement rentable, qu'est-ce qu'on fait pour protéger le bien commun, le sociétal?
La planète. Alors non, c'est pas la planète. Le bien commun, c'est pas que ça. C'est également comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble. Ah oui, c'est qu'est-ce qu'on apporte à la société civile. Comment est-ce qu'on fait de la place à tout le monde. Comment est-ce qu'on organise le bien vivre. Mais aussi, effectivement, c'est la santé. C'est tout ce qui fait partie du bien commun. D'accord. Donc en fait, vous avez les trois piliers traditionnels, Profit, People, Planet, voilà. Et en même temps, vous en rajoutez un qui est le bien commun. Sociétal. Qui est sociétal, sociétal. Mais il est peut-être un peu compris dans la planète, en fait. Alors, c'est-à-dire qu'en fait... On peut le sortir ou non, suivant comment on veut présenter les choses. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes fabricant de maisons, enfin constructeur de maisons individuelles, et que vous avez très peu, vous avez vraiment des maisons passives, vous allez offrir à vos consommateurs une faible consommation d'énergie. Oui, ça c'est écologique, oui. Vous allez, l'OMS Europe prévoit qu'il y aura 100 000 personnes par an qui mourront de froid parce qu'elles n'auront pas les moyens financiers de se chauffer. Vous aurez des personnes qui vont rester en bonne santé parce que la maison est bien isolée. Au niveau sociétal, le fait que ce soit une maison qui consomme peu de chauffage est une maison qui va permettre de ne pas augmenter la pollution CO2 et par conséquent les dépenses publiques que nous allons avoir et toutes les conséquences négatives bien évidemment, mais les dépenses que nous allons devoir avoir pour compenser les effets du réchauffement climatique. Et en même temps, comme vous allez garder des personnes en bonne santé, vous n'allez pas augmenter les dépenses de santé publique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait quelque chose d'écologique ou pour l'homme, il y a toujours des conséquences à plus grande échelle sur la société civile. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, après cet exemple de développement durable, pouvez-vous nous parler un peu de comment vous voyez les choses avec ces PME? Est-ce que les PME aujourd'hui dans le tissu français se développent facilement dans ce domaine? Est-ce que quels sont, dans votre travail avec elles, les points d'achoppement? Alors, tout à l'heure, on avait parlé d'un deuxième exemple qui était l'innovation en cascade. Oui. En fait, en partant d'une PME qui n'a pas les moyens d'avoir un service R&D, qui fait partie, donc qui fait appel à l'intelligence collaborative. Je vais prendre l'exemple de Tarvel, qui sont paysagistes, une entreprise de 350 personnes. Et en fait, ils cherchaient une différenciation et en même temps, ils cherchaient une réponse parce que leurs collaborateurs sont beaucoup des agriculteurs. Et donc, entretenir le végétal n'est qu'une partie de l'agriculture. Et ils cherchaient un moyen pour la tonte des pelouses et ils ont trouvé les moutons. Ce qui donne à leurs collaborateurs la deuxième partie de leur activité historique, qui est également l'animal. Et en même temps, leurs clients sont très contents. Et ces moutons, ils se sont retrouvés en fait avec de la laine. Qu'est-ce qu'on fait avec de la laine? Donc ils ont trouvé un ESAT qui transforme la laine en feutrine. Qu'est-ce qu'on fait avec la feutrine? Et ils ont trouvé auprès de leurs clients, ils ont trouvé auprès d'un de leurs clients un besoin, la SNCF, les cheminots ont froid aux pieds. Et donc avec la feutrine, ils font des semelles qui permettent aux cheminots de ne pas avoir de... Et je voudrais revenir sur l'exemple des vignerons de Buzet parce que je n'ai pas complètement terminé. Ils sont en train de faire quelque chose qui est extraordinaire, justement, qui fait partie de la résilience de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut avoir une croissance économique sans avoir de croissance externe, puisqu'ils sont vraiment sur leur territoire? Eh bien, en étant innovants, et comme ils n'ont pas plus de territoire de vignes, eh bien, ils sont en train de planter du houblon entre les vignes pour faire de la bière. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais là, on va vers quasiment ça me fait penser à la nouvelle agriculture où on mélange différentes... C'est de la permaculture. La permaculture, voilà. C'est une technique de permaculture qui sont adaptées, évidemment. Voilà. Et le problème, c'est que bien souvent, vous avez des entreprises qui sont des TPE qui se créent sur les nouveaux modèles et qui, au démarrage, créent peu de richesses financières. Dans les quatre, la première économique est plutôt faible, alors qu'au niveau sociétal, ils créent beaucoup de richesses. Et ce qui est mon cas, c'est que j'étais en R&D pendant 4 ans et je suis juste en phase de développement. Et j'ai rencontré un cabinet de comptabilité qui s'est spécialisé vraiment dans le durable. Ce sont des experts comptables qui ont l'expertise comptable et qui ont une expertise très forte en RSE, en développement durable, et qui sont en train de chiffrer les valeurs de création sociétale que j'ai faites depuis 4 ans, puisque tout ce que je fais d'abord en accès libre et gratuit, et c'est la personnalisation par des entreprises qui est payante, et ils sont en train de chiffrer les créations de valeurs, de richesses sociétales que je suis en train de faire, et pour des entreprises qui, elles,
ont déjà acquis une rentabilité plus établie. Ils sont en train d'aider à trouver les bons indicateurs efficaces, les indicateurs scientifiques. Parce que la majorité du temps, les indicateurs sont choisis par les entreprises pour mettre en valeur les actions. Bien sûr. Mais pas pour les mettre en valeur socialement ou écologiquement. Voilà. Ouais. Alors que les entreprises, et surtout les PME, cherchent les bons indicateurs, celles qui vont vraiment les aider à trouver la voie pour savoir comment elles doivent faire pour piloter. Et ces cabinets d'expertise comptable, c'est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle Compta Durable. Et c'est vraiment un vrai service pour les entreprises qui sont engagées en développement durable. Ça me semble très important parce qu'effectivement, si on veut aller vers la durabilité, vers une société plus écologique, il faut aussi changer nos indicateurs. Sinon, effectivement, dans certains cas, on est même poussé à polluer, parce que polluer plus, c'est en fait dépenser de l'argent, mais aussi en gagner d'une autre manière. Exactement. Donc, et c'est la société civile, pour revenir aux qui finalement paye les pots cassés, les conséquences. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Et nous allons maintenant, dans une troisième vidéo, parler du futur du développement durable, un vaste sujet. Faut-il changer, transformer notre manière d'envisager le développement durable? Que va devenir le développement durable? Est-ce qu'il va se déployer suffisamment rapidement?